Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir à cette conférence de presse où le maire de Lévis, M. Gilles Laoulier, en compagnie de la députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, et du préfet de la MRC de Bellechasse et porte-parole de la TREMCA pour le dossier du troisième lien, M. Yvon Dumont, vous présenteront les résultats d'une étude sur les retombées économiques d'un tunnel reliant Québec et Lévis. Nous débuterons avec les allocutions d'usage de M. Laoulier et Dumont, suivis de Mme Lachance, et nous conclurons les allocutions avec M. Ha Dao, économiste de la firme WSP. Une période de questions vous sera proposée à la fin pour le sujet du jour. J'invite dès maintenant M. Laoulier à venir au lutrin. Alors, merci beaucoup. Donc, bienvenue à ce point de presse aujourd'hui qui nous permet de lever le voile sur ce que va être le tunnel une fois sa construction complétée. Et au fond, il y a des bonnes nouvelles. Alors, je voudrais remercier donc toute l'équipe de WSP, en particulier M. Dao, qui en est l'auteur principal, donc avec son équipe d'ailleurs. Alors, merci infiniment, qui tantôt aura l'occasion de vous faire une présentation un peu plus technique. Je voudrais aussi saluer la présence de M. Yvon Dumont, qui est bien sûr le préfet de Bellechasse et qui est le porte-parole de la table des préfets donc de l'ensemble de la région Chaudière-Appalaches. Donc, c'est à ce titre-là qu'il est présent aujourd'hui, mais aussi comme préfet de Bellechasse. Et évidemment, je voudrais souligner la présence de Mme Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse. Merci, Mme Lachance, d'être présente aujourd'hui. On en est très, très fiers. Je voudrais aussi saluer la présence de notre présidente de la Chambre de commerce, Mme Éliane Trudel, alors donc avec qui nous aurons l'occasion bientôt de rendre public aussi d'autres belles informations donc sur le tunnel Québec-Lévis. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'étude de WSP pour les régions de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches nous indique que le tunnel Québec-Lévis va augmenter le PIB de plus de 630 millions. Ça, c'est sur un an, dès l'ouverture en 2032. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. Alors, au niveau des retombées économiques du tunnel qui va relier les centres-villes de Québec et de Lévis. Donc, l'étude conclut que la présence d'un lien efficace entre les centres-villes de Québec augmentera la productivité des entreprises dans ces deux grands pôles d'emploi. Plus particulièrement, la région de la capitale nationale profitera largement de l'augmentation de ce PIB. Il y en a qui disaient le tunnel, c'est juste pour Lévis. Alors, le PIB de la capitale nationale bondira de 373 millions de dollars annuellement dès 2032. Hein? Et aussi, il va augmenter de 258 millions en Chaudière-Appalaches. Donc, pour Lévis, on estime que le PIB sera de 87,6 millions. Alors, ça donne une idée, au fond, que les retombées sont quand même énormes. Hein? C'est pas rien, là, 630 millions d'amélioration du PIB dès 2032. Et on se rend compte que les impacts économiques sont aussi forts, même un peu plus forts dans la région des capitales nationales, ce qui est quand même intéressant. Alors donc, évidemment aussi, selon les estimations, 65 442 emplois équivalents à temps plein mesurés en année personne seront créés sur 9 ans lors de la construction du tunnel et 6 889 emplois seront créés sur 30 ans dans le cadre de celle-ci. Alors donc, les auteurs aussi démontrent que plusieurs études montrent que la distance de déplacement à elle seule aura des effets non négligeables sur la productivité, car cela permettra aux entreprises d'avoir accès à un plus grand bassin de travailleurs. L'amélioration de la mobilité, l'accessibilité à l'échelle métropolitaine vont permettre aux travailleurs de trouver des emplois plus intéressants et adapter à leurs compétences, ce qui devrait se traduire par des gains au niveau de la productivité des travailleurs quand le tunnel Québec sera opérationnel. Selon l'hypothèse conservatrice avancée par les auteurs de l'étude, le troisième lien contribuera à une hauteur de 10 % à la croissance de la productivité des travailleurs québécois. 10 %, c'est pas rien. C'est quand même énorme comme augmentation de la productivité dans les régions de la capitale nationale et Chaudière-Appalaches, et ce pour la période 2032 à 2061. Cela devrait se traduire par un gain de productivité minimalement estimé à 62 sous $ par travailleur.
à partir de 2032. Ce qui, encore là, n'est pas rien. C'est extrêmement important. Alors, donc, première année prévue pour l'ouverture du tunnel, et pour une augmentation concomitante du PIB, donc, sur le territoire. Selon les prévisions, au cours des 12 premières années après la mise en service du tunnel, le temps de déplacement véhicule heure parcouru pour les utilisateurs empruntant les ponts de Québec et La Porte. On se posait la question, quels vont être les impacts bénéfiques sur le pont La Porte, le fait qu'on ait un tunnel? Alors donc, ça va diminuer considérablement de 36 en matinée, imaginez-vous. 36 en matinée et de 40 en après-midi. C'est quand même assez important, n'est-ce pas? Et en plus, il y aura une baisse significative des véhicules kilomètres parcourus pour les véhicules automobiles et transports en commun de l'ordre de 29 en matinée, 31 en après-midi. Donc, ça inclut les chiffres qu'on vient de vous donner, c'est seulement que pendant les périodes de pointe. Donc, les avantages économiques, vous allez le voir tantôt, M. Daou aura l'occasion peut-être de vous en parler, mais au fond, ce qui est intéressant, c'est que les avantages économiques sont sous-estimés puisque les deux ponts sont également utilisés en dehors des périodes de pointe, les fins de semaine, les jours fériés, et les utilisateurs des autres secteurs du réseau routier vont aussi bénéficier du nouveau lien routier. De plus, le coût de l'essence ordinaire a été calculé en fonction du prix de l'essence de 2021 et non de 2022. Vous voyez un petit peu? Alors donc, ce qui fait que c'est drôlement intéressant. L'étude aussi fait ressortir, en plus des retombées économiques qui se répercutent sur l'ensemble de la chaîne de la valeur du projet, l'équipe de WSP présente aussi les autres avantages liés au tunnel Québec-Lévis. Décongestion des ponts Pierre-Laporte et de Québec, on a vu ce que ça donne en termes de gains. Gain de temps de déplacement pour tous les types de véhicules, incluant les poids lourds. Économie sur les coûts d'exploitation des véhicules. Économie sur la consommation de carburant. Diminution du taux d'accidents routiers. Réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et dans la réduction des gaz à effet de serre, il faut se souvenir que cette étude-là est complémentaire à l'étude qui a été faite par Raymond Chabot-Martin, justement en collaboration avec WSP, où là, on avait analysé sur 10 axes routiers les effets de la congestion à l'approche des ponts. Sur 10 axes routiers. Ça s'ajoute à cette étude, c'est complémentaire, disons, à cette étude-là. Meilleur accès aux établissements d'enseignement, mobilité. Meilleur accès aux établissements de santé entre les deux rives. On sait comment c'est compliqué. Vous savez que, par exemple, à partir de l'Hôtel-Dieu de Lévis, nous avons des spécialités, mais on n'a pas toutes les spécialités. En pneumologie, en cardiologie. Alors, il faut qu'on prenne les patients de l'Hôtel-Dieu, on les traverse dans 3 centres hospitaliers différents à Québec selon les spécialités. Alors, ce qui amène, bien sûr, des délais quand même assez importants. Donc, meilleur accès aux établissements de santé et plus grande facilité d'accès aux grands pôles d'emploi et aux bassins de travailleurs situés sur les deux rives. Un autre avantage sur le troisième lien, c'est sa durée de vie. Sous la forme d'un tunnel, on dit que la durée de vie d'au moins 100 ans, alors qu'un pont n'est que d'environ 50 ans. Alors donc, la durée de vie plus longue signifie que la valeur résiduelle d'un tunnel est probablement supérieure à celle d'un pont, même si le coût initial en immobilisation est plus élevé. Vous voyez? Donc, on parle de 100 ans versus 50 ans. Alors donc, évidemment, les liens arrivent actuellement, et ça, l'étude l'indique très clairement, c'est que les liens interrives sont sous-développés pour la région métropolitaine. Vous avez vu aussi l'étude récente du gouvernement fédéral sur les impacts économiques du pont de Québec, où on a fait ressortir ces éléments-là de façon très, très éloquente en disant on ne comprend pas qu'il y ait un seul lien entre les deux rives par rapport avec le pont de Québec et le pont La Porte. Donc, évidemment, la région métropolitaine de Québec est considérée comme une grande région métropolitaine en termes de population, mais par rapport aux autres régions métropolitaines en Amérique du Nord, ces infrastructures de transport sont encore sous-développées, particulièrement dans les liens de part et d'autre du fleuve. Et selon l'étude de CPCS réalisée en mars 2021 pour le compte d'Infrastructure Canada, vous l'avez vu, parmi les 10 régions métropolitaines de taille comparable, celle de Québec figure comme l'une des régions les moins bien desservies en lien interrive. Donc, au fond, actuellement, il est possible d'accéder au centre-ville de Québec, de Lévis, par un traversier. Mais quand on parle de traversier, on parle d'un rythme de 950 à 1050 véhicules en moyenne par jour. Parce que la capacité d'absorption d'un traversier, si on le prenait juste en ordre de pointe, je ne sais pas, M. Daou, là, mais il me semble que c'est à peu près 65 véhicules par shot. Et j'ai pris pendant 20 ans le traversier. Et évidemment,
On a beau utiliser les traversiers au maximum, c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est une goutte d'eau dans l'océan, l'utilisation des traversiers, puisque, comme on le voit dans l'étude, vous pouvez au maximum transporter 1050 véhicules si vous êtes au maximum de votre capacité, hein, ou à peu près. Donc, c'est très faible par rapport à ça. Alors donc, ce sont quand même des éléments intéressants. Et au fond, à l'heure actuelle, le pont La Porte et le pont de Québec, l'un à côté de l'autre, situés dans l'ouest de la région métropolitaine, sont les deux seuls liens interrives. En raison de leur proximité, les voies d'accès, les approches et les sorties sont communes aux deux ponts. Chaque jour, la présence accrue de poids lourds sur le pont La Porte diminue sa capacité. L'accès au pont de Québec est réservé aux voitures. La congestion dans les secteurs adjacents est accrue durant les périodes de pointe. Je vous rappelle que l'étude de Raymond Chabot en 2017 nous indiquait des files d'attente pouvant s'échelonner sur 25 km. À partir des 10 tronçons qui ont été analysés en 2017. Alors, vous voyez qu'il y a là un problème important. Alors donc, et aussi, lors des accidents dans les voies d'accès, les utilisateurs des deux ponts sont complètement pénalisés par la congestion, voire par leur fermeture complète. Alors, essayons de nous imaginer le pont La Porte qui ferme, ne serait-ce que pour une période de 2 semaines. Essayons d'imaginer les effets au niveau de la sécurité, au niveau du transport des marchandises. Quelles sont les options? Le pont La Violette à Trois-Rivières? Certainement pas les traversiers avec une capacité de 900 véhicules par jour. Donc, ça, c'est extrêmement important. Alors donc, voilà ce qui fait un tour d'horizon intéressant. Alors nous, on souhaitait, avec la TREMCA, amener cet éclairage nouveau-là. Je voudrais remercier toute l'équipe de WSP pour la réalisation de cette étude. Je voulais aussi remercier la direction du développement, M. Philippe Meurant, donc pour votre travail soutenu dans ce dossier-là. M. Dumont, merci d'être présent au nom de la table des préfets de la région Chaudière-Appalaches. Et je voudrais aussi souligner la présence de Mme Denise Gagné du bureau de Mme Dominique Vien. Alors, merci beaucoup d'être là. Alors, donc, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Alors, voilà l'état de la situation sur le tunnel Québec-Lévis. Et on voit que plus que jamais, le tunnel Québec-Lévis est une nécessité. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Laulier. Maintenant, je vais céder la parole à M. Dumont. Merci, M. Laulier, pour cette belle présentation. J'ai adoré. Tunnel, troisième lien, ce sera un lien très important pour tout Chaudière-Appalaches. Alors, bonjour, Madame la députée, Madame Lachance, M. Doux, M. Hu, Madame Gagné, qui représente le député fédéral. Il me fait plaisir d'être présent aujourd'hui à cette conférence de presse à l'occasion de la présentation des résultats de la nouvelle étude sur les répercussions économiques du tunnel Québec-Lévis pour les régions de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Le troisième lien Lévis-Québec répondra à un besoin important exprimé par la population et les entreprises de Bellechasse et aussi de toute la Chaudière-Appalaches afin d'améliorer la fluidité des déplacements entre la Rive-Sud et la Rive-Nord de Québec. De plus, ce projet facilitera l'accès à notre territoire ainsi qu'au territoire des autres régions voisines. En tant qu'élu, assurer la vitalité de notre territoire est une préoccupation importante. Nous sommes en mesure d'assurer le développement de celui-ci de façon très harmonieuse avec la contribution de tous les acteurs existants. Nos entreprises, qu'elles soient agricoles, manufacturières ou de services, ont besoin de main-d'œuvre. Elles auront l'opportunité de sélectionner des talents dans un plus grand bassin de main-d'œuvre en raison d'un temps de transport acceptable. Aussi, nous croyons que les individus ont le droit de choisir leur lieu de résidence et leur lieu de travail. La vie en milieu urbain plaît à certaines personnes, mais les milieux ruraux regorgent aussi d'une foule d'avantages. La population devrait avoir le droit de choisir. Finalement, le troisième lien offrira à notre population des répercussions économiques très intéressantes ainsi que de nombreuses opportunités. Nous ne pouvons que nous réjouir de la réalisation de ce projet, et ce, le plus tôt possible. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.
Merci beaucoup, M. Dumont. Maintenant, Mme Lachance, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Monsieur Lehoulier, Monsieur Dumont, bonjour. Je saluerai aussi Mme Denise Gagné et Mme Trudel. Merci d'être là. Et finalement, Monsieur Daho, merci pour votre travail, pour cette étude. C'est une première étude dévoilée publiquement qui vient simultanément chiffrer l'ampleur des impacts économiques et sociaux qui seront générés par un troisième lien. C'est significatif pour notre région. On comprend que ce sont des projections faites à partir des données disponibles. Les principales conclusions sont convaincantes quant au nombre d'impacts positifs du troisième lien. Alors que plusieurs experts anticipent un ralentissement économique, cette étude vient démontrer qu'un tunnel entre Québec et Lévis deviendrait un pôle économique puissant. Au cours des prochaines années, on parle ici d'un équivalent de 65 000 emplois supplémentaires pendant la phase de construction et de 6 900 emplois à compter de la mise en service. C'est majeur pour maintenir la vigueur économique de notre région. L'étude démontre qu'un troisième lien viendrait diminuer le temps de déplacement, des trajets plus courts pour les citoyens de Bellechasse, entre autres. Ça veut dire une meilleure conciliation travail-famille, une meilleure qualité de vie. Des trajets plus courts, c'est moins de consommation d'essence pour nos familles, des coûts de transport réduits pour les entreprises et surtout moins de GES projetés dans l'atmosphère, tant au niveau des voitures, des camions de marchandises que des transports collectifs. Des temps de déplacement réduits, c'est également un gain de productivité pour les entreprises et les travailleurs. L'étude avance des gains de près d'un demi-milliard pour la grande région de Québec et de 258 millions pour la région de Chaudière-Appalaches dès 2032. Cette étude, comme plusieurs autres, notamment celle du gouvernement fédéral, viennent confirmer l'impact positif du troisième lien. Encore un argument favorable à ce grand projet pour lequel notre gouvernement travaille très fort actuellement. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Lachance. Maintenant, je vais céder la parole à M. Daho. Bonjour à tous. Merci, Monsieur le maire, pour nous avoir invités à cette conférence de presse. Merci à M. Philippe Morin pour nous mandater cette étude économique qui porte un regard très différent par rapport aux autres. Alors, est-ce que je vois l'écran? Deuxième slide, s'il vous plaît. Donc, le contenu de ma présentation aujourd'hui, ça va être un résumé de notre mandat mandaté par la ville de Lévis. On va présenter la méthodologie et les résultats qui sont calculés à partir de la méthode qu'on a établie à la fin qu'on prendra des questions. Donc, notre mandat consiste à réaliser une étude d'impact socio-économique afin de chiffrer l'ampleur des impacts sur une période minimum de 30 ans en termes monétaires. Premièrement, nous sommes mandatés pour calculer les retombées économiques de la phase de construction et de la phase d'exploitation. Deuxièmement, nous sommes mandatés pour calculer les avantages socio-économiques de la phase d'exploitation en termes de gain de temps de déplacement, en termes de réduction des émissions de GES et de contaminants atmosphériques et en termes de coûts évités des accidents. Troisièmement, nous sommes mandatés pour calculer les bénéfices économiques au-delà des avantages socio-économiques mentionnés ci haut, dont on parle de gain de productivité pour les travailleurs québécois. Donc, la méthodologie qu'on a utilisée, c'est pour calculer les retombées économiques. De un, qu'on a utilisé les données pour la phase de construction du réseau Express de la capitale. On parle du coût de construction de 6,5 milliards de dollars sur 9 ans. Deuxièmement, qu'on utilise des données du professeur
Bruno Massicotte, dans son étude, qu'il a estimé les coûts d'exploitation annuels sur 30 ans, alors qu'on a indexé les coûts en dollars de 2021. Troisièmement, on a utilisé les multiplicateurs d'entrée-sortie provinciales de Statistique Canada pour calculer et évaluer les retombées économiques directes, indirectes et induits. Concernant les avantages socio-économiques, nous avons utilisé les données fournies par le Bureau du troisième lien sur les véhicules kilomètres parcourus, le terme commun qu'on appelle ici ce VKP, et sur les véhicules heures parcourus, c'est le temps de déplacement, et le terme utilisé ici, c'est le VHP. Malheureusement, les données disponibles sur les VKP et puis sur le VHP sont disponibles uniquement pour les 4 secteurs du réseau routier, donc c'est les approches de pont Pierre-Laporte, pont de Québec en direction sud et nord, mais uniquement pour les périodes de pointe en semaine. À partir des données sur le VKP et sur le VHP, qu'on a utilisé le guide d'analyse avantages-coûts des projets publics en transport routier développé par le ministère des Transports du Québec, c'est la version de 2016. Donc, les résultats pour les retombées économiques directes, indirectes et induits. Donc, si la construction du tunnel coûtera 6,5 milliards de dollars sur 9 ans, ça va créer 65 000 emplois équivalents à temps plein, mesurés en années personnes. En termes de salariat, ces emplois se traduisent par 4,02 milliards de dollars sur 9 ans, et la contribution du PIB québécois, ça va être à l'ordre de 6 milliards de dollars. Pour la phase d'exploitation sur 30 ans, les dépenses sont évaluées à 768 millions de dollars sur 30 ans. La création générée par ces dépenses-là, c'est à peu près 6,9 milliards de dollars, 6,9 années personnes, et la masse salariale est alors de 480 millions de dollars. Et le PIB contribué par la phase d'exploitation sur 30 ans, c'est alors de 684 millions de dollars. Concernant les avantages socio-économiques de la phase d'exploitation, et il faut souligner, c'est uniquement calculé pour les périodes de pointe de 4 secteurs interdits à l'approche des 2 ponts. Donc, les avantages économiques, quand on parle de gain de temps de placement, les économies sur les coûts d'exploitation des véhicules, on arrive à près de 465 000 dollars. Pour les avantages sociaux, on parle de réduction de GES, de réduction de contaminants atmosphériques. C'est marginal par rapport au gain de temps de déplacement, mais alors de 30 000 dollars. C'est une valeur annuelle. Alors, les coûts évités pour les accidents, on estime à 47 000 dollars. Et si on somme tous ces avantages économiques, environnementaux et totaux, annuellement, ça va rapporter 543 000 dollars, uniquement en période de pointe pour 4 secteurs intérieurs. Finalement, on a fait une hypothèse sur le gain de productivité pour les travailleurs québécois de l'ordre de 0,62 $ de l'heure. Ça va rapporter au PIB par année pour la région capitale nationale de l'ordre de 373 millions de dollars. Pour la Chaudière-Appalaches, le troisième lien apportera 258 millions de dollars en PIB par année. Pour la région métropolitaine de recensement de Québec, on parle de PIB additionnel de 481 millions par année. Uniquement pour Lévis, on parle de 87,6
millions de dollars PIB additionnel par année. Voilà, c'est les résultats de l'étude. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Daou. Nous sommes donc à la période de questions. J'accorderai les droits de parole entre les journalistes en salle et ceux qui sont avec nous en ligne sur Teams. Alors, je vais vous demander de vous nommer ainsi que le média que vous représentez. Alors, nous allons débuter avec une question dans la salle. Pour les journalistes en ligne, on va vous demander de lever votre main pour indiquer que vous voulez poser une question. Bonjour. Émilie Pelletier, au Soleil. Monsieur Laulier, peut-être, je suis curieuse de savoir comment on a évalué là, les impacts dans les régions et de Chaudière-Appalaches et de la capitale nationale. Est-ce que quand on voit que la capitale nationale en bénéficiera aussi, vous croyez que les résultats de cette étude seront suffisants pour convaincre le maire Marchand d'appuyer également la réalisation du tunnel Québec-Lévis? Oui, je pense que mon collègue Bruno Marchand, d'abord, on l'a informé qu'on rendait publique l'étude, a besoin, comme il le dit lui-même, de données supplémentaires. Hein. Il n'est ni pour ni contre, mais il va attendre de voir les données, notamment pour les sorties, comment tout ça va être organisé. Alors moi, je l'ai informé ce matin qu'on rendait publique notre étude, que je me ferai un plaisir de lui faire parvenir, si ce n'est déjà fait ce matin. Là. Alors donc, c'est sûr que c'est une étude importante qui ajoute un nouvel éclairage donc sur les retombées, notamment au niveau du PIB. On le voit que c'est très significatif, parce qu'on parle au-delà de 630 millions annuellement là, dès 2032, et ça pourrait être exponentiel d'une année à l'autre au niveau d'augmentation donc des PIB. Alors, pour nous, c'est une étude qui est extrêmement importante et j'ose espérer qu'elle va contribuer à alimenter positivement positivement la réalisation de ce dossier-là, puisque le gouvernement est déterminé à le réaliser. Vous savez que la décision a été prise par le gouvernement de réaliser ce projet-là. Et là, maintenant, les gens voient les impacts qui sont extrêmement importants, notamment aussi pour la diminution des durées de temps. Nous, on savait que ça allait désengorger le pont La Porte, mais vous voyez, en termes de pourcentage, c'est quand même très important. Et donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et ça, en passant, ça s'ajoute à l'étude qu'on avait déjà commandée en 2017 avec Raymond Chabot, justement, qui a été fait en collaboration avec WSP, où on avait analysé, là, on a analysé, vous le voyez, les secteurs qui sont analysés, c'est juste les entrées et les sorties du pont, le pont. Mais nous, on avait analysé en 2017, vous vous souvenez, 10 tronçons autour pour finalement se rendre compte que la congestion s'étendait sur 25 km et qu'on on perdait 1,5 million d'heures dans la congestion. On est en 2014, mais évidemment, il faudrait actualiser ces chiffres-là maintenant parce que l'étude date de 2017. On avait des économies de carburant de 1,6 million de litres et les émissions supplémentaires de gaz à effet de serre étaient de 5 800 tonnes. Donc, aujourd'hui, ce qu'on ajoute, c'est complémentaire. Mais on voit que les impacts aujourd'hui positifs sont davantage économiques, reliés au PIB et aux avantages socio-économiques. Je ne sais pas, M. Daou, s'il y avait quelque chose à ajouter là-dessus, mais c'est intéressant de voir la complémentarité des deux études dans ce sens-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous, on estime que cet éclairage nouveau-là va changer la donne. Nous, on demeure convaincus en passant que les populations de Québec et de Lévis sont en faveur, donc majoritairement et très fortement, dû sur le tunnel, au tunnel Québec-Lévis, au réseau express de la capitale, donc tel que proposé par le gouvernement. Et nous aurons l'occasion de rendre public de nouvelles données la semaine prochaine à cet égard. Alors, on complète l'analyse des dossiers, mais on va être en mesure, avec la Chambre de commerce d'ailleurs, qui a sondé aussi les gens d'affaires, on va être en mesure de rendre public d'autres données la semaine prochaine qui vont jeter un éclairage nouveau sur l'appui des populations face à ce magnifique projet qui s'impose. En fait, on va reprendre 30 à 40 ans de retard, 50 ans de retard, dans la mise à niveau de nos infrastructures. Merci, M. Laulier. Nous allons donc céder la parole à M. Philippe Rodrigue-Comeau, qui est en ligne. M. Comeau, veuillez ouvrir votre micro. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, absolument.
Merveilleux. Sur la baisse de l'achalandage aux heures de pointe sur les 2 ponts actuels, les chiffres de 36 40 en après-midi, ça s'applique à quel échéancier? C'est en 2032 et jusqu'à quand ça va demeurer? Parce que, bon, depuis qu'on parle du 3e lien, les experts en urbanisme, j'en suis pas un, mais je les cite, disent que oui, à court terme, ça va diminuer la congestion, mais qu'à long terme, le problème va revenir. Alors, ces chiffres-là s'appliquent sur quel échéancier pour la réduction de la congestion? 2036. D'accord. Et peut-être pour M. le maire, lequel des arguments vous apparaît le plus fort? Parce que depuis des années, quand on parle du 3e lien, encore une fois, c'est surtout la congestion routière qui semble être l'argument principal. Là, il y a maintenant le PIB qui entre en ligne de compte. L'argument le plus fort, c'est l'économie ou la congestion routière? C'est les deux, parce qu'à partir du moment où vous réglez la congestion routière, c'est là que vous pouvez augmenter une bonne part de votre PIB. Alors donc, ça devient drôlement intéressant. C'est l'autre élément qui est fondamental, c'est que comme on a une seule traversée à l'ouest de la ville, on est extrêmement vulnérable aux aléas qui peuvent arriver, soit sur le pont de Québec, soit sur le pont La Porte. Mais le pont de Québec, donc, c'est très marginal. La capacité du pont de Québec, c'est quand même intéressant, là. C'est intéressant de l'avoir. Mais, et en plus, c'est des ponts qui n'ont pas été configurés pour le transport en commun. On sait très bien que les limites qu'on va avoir, pour le pont de Québec et le pont La Porte, ce sont des ponts qui sont très limités pour leur adaptation pour le transport en commun. Ça reste marginal, les gains qu'on va pouvoir faire. Ce qui veut donc dire que les seules façons de faire des gains dans le transport en commun, c'est de relier les deux centres-villes en 10 minutes, par la voie centrale. Et ça, là, on va peut-être faire des gains de productivité au niveau du transport en commun. Et là, on va peut-être faire des transports modaux. Mais nous, seulement qu'à Lévis, là, même si on ajoute des voies réservées sur Guillaume-Couture, on n'aura pas de transfert modal des gens qui vont dire « Wow, c'est fantastique, je saute dans l'autobus et je m'en vais à Québec. » Pourquoi? Parce qu'on a toujours le 25 km à se taper pour se rendre sur la colline parlementaire. Alors, vous voyez donc qu'au niveau du PIB, alors, c'est démontré que, très clairement, que les impacts sont extrêmement positifs. Donc, la congestion, les temps d'attente, qui s'ajoutent d'ailleurs aux heures perdues en congestion, etc., tout ça mis ensemble font en sorte qu'à un moment donné, il est temps qu'on se donne un nouveau lien et qu'on ait au moins 2 liens dans une ville comme la nôtre. L'autre élément intéressant dans l'étude, qui a d'ailleurs regardé, je pense, M. Daou, d'après ce que j'ai vu dans l'étude, écoutez, je veux l'aller aussi encore plus en détail, mais je pense qu'ils sont allés voir l'expérience du Havre aussi avec le pont de Tancarville, où est-ce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a eu au moins une perte, une réduction de l'achalandage sur le pont existant, un peu comme le pont La Porte, dans le fond, là. Il y a eu, et puis la distance était à peu près la même entre les deux infrastructures qu'ici. Alors, il y a eu une diminution de 25 à 30 du trafic. Alors, donc, ça vous donne une idée quand même que l'impact est extrêmement important parce que là, le pont La Porte va retomber en fluidité. C'est ça qui devient intéressant avec sa capacité qui est actuellement limitée à 90 000 véhicules. Donc, c'est très faible comme capacité. Vous voyez, il y a plus de véhicules qui circulent sur le pont La Porte que dans le tunnel Hippolyte-Lafontaine. Alors, ça vous donne une idée quand même à quel point les infrastructures souffrent de désuétude. Et en plus, dans des infrastructures qui ont besoin sérieusement, vous l'avez vu récemment, d'un remue-ménage. Le pont La Porte est rendu au bout de son existence de 50 ans. Donc, il va falloir faire des travaux majeurs. Quels vont être les impacts, ces fermetures, etc.? On n'en sait rien. Mais c'est sûr que si jamais il y avait une fermeture complète du pont La Porte, inutile de dire. Et ce n'est pas des scénarios qu'il faut effacer, là. Et le problème, savez-vous quel est-il? Si le pont La Porte demeurait fermé pendant plusieurs semaines, je vais vous le dire, c'est quoi l'affaire? Il n'y en a pas de plan B. Il n'y en a pas de plan B. Ça va être le chaos social et économique. C'est aussi clair que ça, là. Dites-vous que s'il y avait un plan B, on le connaîtrait. Et le seul plan B possible, c'est le tunnel de c'est le pont La Violette à Trois-Rivières qui est déjà super engorgé. Il s'agit d'aller à Trois-Rivières pour le voir.
aux heures de pointe et un pont qui a une capacité très limitée. Alors, finalement, ça va être catastrophique si jamais on est obligé, pour des raisons d'inspection, de sécurité, etc. Et les gens se rendent compte que cette perspective-là, contrairement à ce qu'on véhicule, elle est possible. Les gens le savent maintenant, à cause de la désuétude des infrastructures. Alors, remettons-nous à niveau, prévoyons donc un plan, et le seul plan, c'est ce nouveau lien entre les deux rives. Juste une précision en terminant. Le PIB pour la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, question de remettre le 630 millions en perspective, c'est quoi exactement? Oui, M. Daou, peut-être? Oui, en fait, ça, c'est la somme du PIB additionnel par année pour la région capitale nationale et la région Chaudière-Appalaches. Donc, pour la région capitale nationale, on parle de 373,3 millions de dollars. Pour la région de Chaudière-Appalaches, on parle de 258,1 millions de dollars. Si on somme les deux, ça donne 630. Mais la combinaison, aujourd'hui, là, pour mettre en perspective le 600 millions, est-ce qu'il est inscrit en quelque part? Je ne sais pas si vous me comprenez. Dans la pour comparer, présentation, vous parlez? Ben, vous dites qu'il va y avoir 630 millions d'ajouts en PIB. Oui. Présentement, c'est quoi le PIB des deux régions ensemble? Le PIB, si je me rappelle bien, dans le... Là, c'est parce que là, vous posez une question qui est hors étude, là. Donc, vous posez la question globale de quel est le PIB dans Chaudière-Appalaches et dans la capitale nationale? Global. Globalement. Dans le rapport qu'on indique, M. Philippe Morin, est-ce que vous avez le rapport devant vous? Dans le cas de Lévis, c'est 7,5 milliards actuellement. C'est l'estimé qui a été fait du PIB total de la ville de Lévis en 2022. OK. Bon, je ne veux pas vous faire perdre trop de temps avec les autres questions de mes collègues. Je peux vous fournir des chiffres après. Parfait, merci. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Alors, donc, ça sera le fun, c'est vrai, Philippe, d'avoir le PIB, par exemple, de Chaudière-Appalaches, pour qu'on puisse voir les éléments. Tu sais. Alors, donc, ça, c'est intéressant. On va regarder ça. Ça vous va? Merci. Parfait, merci. Vous comprendrez que c'est hors étude, là, par exemple, au niveau à ce niveau-là, mais on a certainement les chiffres des PIB, hein, M. Morin? Oui. Ça existe? Oui, parfait. Parfait, Merci. on va poursuivre avec une question dans la salle. Oui, Laurence Royer, Nouveau Info. J'aimerais savoir, en fait, concrètement, là, ce 630 milliards de dollars de PIB de plus, ça arrive d'où? Comment on va atteindre ça, en fait? Comment on le calcule, c'est ça? Oui, comment on le calcule, oui. Oui, on calcule ça à partir de l'augmentation de la productivité des travailleurs. OK, c'est tout. Donc, c'est basé À partir de la productivité des travailleurs, à partir du nombre d'heures de travail par année, par travailleur, et puis le nombre d'emplois par raison administrative et par la ville, sur le territoire de la ville. OK, merci. Ce qui donne donc un gain de productivité de 62 sous. Donc, 62 sous de l'heure. C'est ça. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui? Allez-y, Mme Boisvert. OK, parfait. J'ai une petite question, en fait, parce que si on facilite la mobilité sur le territoire, donc des travailleurs qui vont pouvoir se promener plus facilement, on est déjà dans une situation de pénurie de main-d'œuvre parce qu'on n'est pas en train de dire que les entreprises qui sont déjà existantes vont s'arracher encore plus les travailleurs qui vont être plus disponibles et plus mobiles. Vous voulez dire par rapport à quoi? Bien, c'est parce que si vous augmentez la mobilité des travailleurs sur le territoire, il y a des gens qui, normalement, qui habitent à Lévis, n'auraient jamais pensé à aller travailler à Québec parce que c'était trop loin. Si ça devient accessible pour eux,
est-ce que les entreprises qui sont déjà en train de s'arracher les travailleurs vont le faire encore plus parce qu'il n'y aura pas plus de main-d'œuvre, mais plus de possibilités d'emploi? Bien, c'est-à-dire que le problème de main-d'œuvre, là, il ne partira pas demain matin, peu importe ce qu'on va faire. Mais il est clair qu'au contraire, ça va faciliter la mobilité des personnes d'une rive à l'autre. C'est ça l'objectif. Alors, et ça devient drôlement intéressant. Ne Pour serait-ce, qui, par en fait, exemple, ça devient intéressant pour qui? Parce que pour ne les serait-ce, employeurs... par exemple, une firme de Beauport qui pogne un contrat à Lévis pour la ville, va en appel d'offres, pogne un contrat. Vous rendez-vous compte ce qu'il doit calculer dans sa soumission à un moment donné juste pour venir à Lévis? C'est incroyable. Alors, il faut qu'ils mettent quasiment 1h30 le matin, 1h30 de temps pour s'il y a 2 personnes dans un pick-up ou pour faire les travaux, bien, il faut qu'ils le calculent. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais je peux vous dire que la main-d'œuvre, on peut l'utiliser à toutes les sauces, dans la restauration, dans l'hôtellerie, c'est dans tout là, maintenant. Là. Et mais est-ce que c'est pas à double et même tranchant? À Lévis, dans la gestion des déchets. Là. Oui, mais est-ce que ce n'est pas à double tranchant? Parce que vous Ben, allez pourquoi ça serait à double tranchant? Il va y avoir plus d'employeurs qui vont se partager le même nombre de travailleurs, puis on est déjà en pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'il n'y a pas un... Oui, mais je vous rappelle qu'on est très attractif, la région. Je vous donne un exemple. Je ne dis pas le contraire, M. Laulier. Regardez bien, ici, on a 4200 nouveaux citoyens dans les 2 dernières années. Notre sol migratoire, là, il n'est pas avec Chaudière-Appalaches, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Mais 4200 citoyens, je ne sais pas si vous le saviez, mais ils viennent de Montréal. On a plus de gens de Montréal qui s'installent à Lévis que l'inverse maintenant. Alors, je vous dis que nous, on est tellement attractifs qu'on va attirer de plus en plus de monde. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver dans le volet immigration? C'est ça qu'il va falloir aussi qu'on voit. Mais il est clair qu'il faut qu'on améliore notre mobilité. Parce que là, actuellement, à cause des bouchons de circulation, de tout ce qu'on peut imaginer, on n'est pas du tout attractif pour la main-d'œuvre, de part et d'autre du fleuve. Là. Alors là, au moins, on va augmenter notre attractivité de façon considérable. Moi, c'est ce que je pense. Mais là, je n'ai pas fait d'analyse poussée sur votre section main-d'œuvre, par contre. C'est plus des feelings, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je suis obligé de vous dire que je n'ai pas d'analyse. Là. Ça, on va laisser ça au ministère de la main-d'œuvre, parce qu'on va dire, il y a une affaire, ils ont pas mal de travail à faire. J'en conviens. Vous avez dit, j'espère que cette étude-là va jeter un nouvel éclairage sur l'importance d'un projet comme celui-là dans la région. Évidemment, on peut tous supposer que ça va amener des retombées économiques supplémentaires, ne serait-ce qu'en raison de la période de la construction. Mais pensez-vous que ce sera suffisant pour convaincre le maire de Québec que c'est un nouvel éclairage qui est important? Parce que M. Marchand, ce qu'il demande, ce sont des données sur l'étalement urbain, sur l'impact sur les GES, sur le côté plus changement climatique de la question et pas économique. Bien, sur l'étalement urbain, je pense que le gouvernement est très en mesure de répondre à cette question-là. Vous savez qu'actuellement, quand on parle d'étalement urbain, il faut voir de quoi on parle. Parce que ici, par exemple, à Lévis, notre étalement urbain est contrôlé. Parce que nous, dans les 10 dernières années, on n'a pas pris de territoire agricole. Là. Et vous avez vu, même à Québec, le terrain de la congrégation religieuse, on a refusé de le mettre en zone blanche. Alors, il faut faire attention. Le gouvernement, via la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, a un contrôle très fort sur l'étalement urbain, bien plus fort qu'on peut penser. Là. Parlez-en aux gens de Bellechasse quand ils essaient d'agrandir le périmètre urbain. On va vous dire une affaire, ils frappent un mur, puis pas à peu près. Là. Alors, je pense que la Commission de protection du territoire agricole dit non à peu près à tout. C'est pas compliqué, là. On peut vous le confirmer, donc. Et les schémas d'aménagement contrôlent déjà cet étalement, de même qu'à la communauté métropolitaine, on a le plan métropolitain qui, l'une des principales orientations, c'est qu'on densifie. C'est la raison pour laquelle, si vous venez à Lévis, nous, on fait du redéveloppement sur des artères existantes actuellement. Alors, pensez-vous convaincre le maire de Québec avec une étude oui, bien, certainement. Oui, je suis confiant de pouvoir... Oui, sur des notions comme l'étalement urbain, je suis convaincu de pouvoir le convaincre. Mais cela étant dit, je trouve aussi correct sa réflexion sur les accès que vont avoir le tunnel. Nous aussi, on a ces questions-là aussi qu'il va falloir regarder techniquement au moment venu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au fond, moi, j'ai d'excellentes relations avec M. Marchand. Je respecte son point de vue. Et puis, je pense que, si vous voulez mon point de vue, ça va évoluer. À mon point de vue, ça devrait évoluer positivement parce qu'au fond, ce que nous offre le gouvernement, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, à la fois pour le transport en commun, vous le voyez, que ce soit tramway, voies réservées, etc. Et je pense qu'on a un beau projet pour la grande région de Québec et de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Alors, moi, je pense qu'effectivement, je suis un de ceux qui est convaincu que le dossier va évoluer positivement.
Je comprends votre question, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis optimiste. Merci. Merci beaucoup. On va poursuivre avec une question en ligne. Non, excusez, je pensais qu'il n'y avait plus de questions. Oui. Pour M. Alexandre Duval, sur le sujet du jour, s'il vous plaît, c'est à vous. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour. Ma question s'adresse à M. Dao. En réponse à la question de mon collègue Philippe Rodrigue-Comeau tout à l'heure, vous avez dit que les gains de temps pour les déplacements étaient sur l'horizon 2036, donc 4 ans après l'entrée en vigueur du tunnel Québec-Lévis. À partir de quelle année anticipez-vous que les gains en temps de déplacement vont commencer à se réduire avec l'augmentation du trafic sur les routes, comme le prévoient tous les urbanistes? On a calculé le gain de temps de déplacement uniquement pour l'année 2036. Ce sont les données qui ont été fournies par le Bureau du troisième lien. On n'a pas de projection pour les années au-delà de 2036, donc basé sur ça, je ne peux pas calculer les gains de temps de déplacement au-delà de 2036. Donc, vous n'êtes pas en mesure de confirmer que les gains en temps de déplacement vont aller au-delà de 2036? Pas à ce stade. Merci beaucoup. Et j'aurais une autre question pour M. Lehouillier. Monsieur Lehouillier, vous avez beaucoup mis l'accent sur les gains aussi qui seront faits dans la capitale nationale. Or, on ne voit aucun représentant de la capitale nationale ce matin pour le dévoilement de cette étude-là. On voit la députée de Bellechasse, le préfet de Bellechasse. Est-ce que les maires de Québec et la députée de Tachereau ont été invités à cette conférence de presse? Bien, je pense que Mme Lachance pourrait répondre, mais c'est Mme Lachance qui représente effectivement aujourd'hui les autorités gouvernementales. Mais cela étant dit, en ce qui concerne Québec, moi, j'ai acheminé donc la demande à M. Bruno Marchand. Et du côté de la côte de Beaupré, malheureusement, ils ne peuvent y être, mais ils ont été invités, mais sont derrière nous sur la diffusion de cette étude-là. Donc, mais le tunnel débouche dans Tachereau et dans Jean-Lesage, si je ne m'abuse. Pourquoi les principaux intéressés n'ont-ils pas été invités? Bien, nous, dans le fond, on a envoyé l'invitation au gouvernement et c'est Mme Lachance qui représente le gouvernement. Alors, allez-y. M'entendez-vous? Oui, tout à fait. C'est une étude, effectivement, le maire Lehouillier nous a invités aujourd'hui, tous et chacun, à participer. Et je représente l'ensemble des collègues du gouvernement sur cette annonce. Mais ma question portait plus là, sur les gens qui représentent les quartiers centraux de la capitale nationale et qui sont concernés par l'autre côté de la rive où ça débouchera. Bien, je pense que Mme Lachance vient de vous dire que c'est elle qui les représente. Donc, elle représente Mme Guilbeault, elle représente les députés, à la fois de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. D'accord, merci. C'est elle qui a été mandatée, dans le fond, par le gouvernement. Nous, c'est la réponse qu'on a eue, d'ailleurs, officielle, en disant le gouvernement mandate Mme Stéphanie Lachance. Oui, ben, je pense juste qu'on ne comprend pas, on ne s'entend pas sur les termes de la question. Moi, je vous demande pourquoi Mme Dorion, M. Zanetti, M. Marchand ne sont pas à la conférence de presse ce matin. Ah, parce que nous actuellement, on a invité uniquement donc les gens avec qui on a un réseau pour le tunnel. Alors, si ces gens-là veulent se joindre à nous et qui sont en faveur du tunnel, ils sont les bienvenus. Pas de problème. Aucun problème. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, M. Lehouillier. Mais on respecte les opinions de tout le monde ici en passant. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est que moi... Oui, bien, c'est pour ça que je vous posais la question. Oui, c'est ça. Mais nous, on respecte l'opinion de tout le monde et nous, ce qu'on souhaite, c'est de faire grandir notre mouvement, hein, c'est bien certain. Le plus possible. Merci beaucoup. Parfait, merci. On va poursuivre avec une question dans la salle. Oui, j'aimerais savoir, en fait, à qui s'adresse cette étude-là, si le gouvernement est d'accord, si la majorité des citoyens sont en faveur de ce projet-là. Qui vous essayez de convaincre avec ce nouvel éclairage-là? Bien, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'on apporte un éclairage nouveau pour démontrer que, les gains sont réels et qu'effectivement, on va désengorger le pont La Porte si on fait un tunnel. Alors, donc, les gens nous disent, avez-vous des études pour le démontrer? Ou là, on en a des études qui le démontrent. Alors, donc, nous, dans le fond, notre objectif,
c'est de démontrer à la population que le projet gouvernemental est dans la bonne cible. Alors, c'est ça notre objectif. Donc, c'est de sensibiliser, informer. Alors, donc, et on le fait de façon à démontrer ce qui est en train de se passer. Vous savez, moi, je suis allé au Havre, puis j'ai regardé les ponts de Tancarville et le pont de Normandie. Et c'est un cas similaire à Québec. On a même reçu à la Chambre de commerce celle qui a travaillé sur ce dossier-là en France, qui est venue nous présenter les avantages d'avoir un nouveau lien, notamment pour le transport des marchandises, etc. Alors donc, évidemment, nous, on est là pour présenter les avantages de ça, et je pense que ça apporte un éclairage nouveau. Mais dans le respect de ce que les gens pensent. Mais nous, on est d'ores et déjà convaincus que la majorité de la population est derrière le projet. Donc, on vient apporter cet éclairage nouveau pour démontrer la nécessité de ce projet-là. Merci beaucoup. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres mains levées en ligne. S'il y a des journalistes qui souhaitent poser des questions, je vous invite à lever votre main dès maintenant. Sinon, c'est ce qui conclurait notre conférence de presse pour aujourd'hui. Les autres sujets pourront être traités en entrevue individuelle et je vais inviter les locuteurs à l'avant, à se lever pour prendre une photo à l'avant. Alors, pas d'autres mains levées. Alors, je vous remercie à tous. Une bonne fin de journée.